Bonjour. Alors, première partie du cours sur les ondes sonores. Nous allons voir dans ce cours quelques généralités sur la propagation des sons. Alors d'abord, avant de commencer et de rentrer dans le détail, d'abord, qu'est-ce qu'un son? Un son, en fait, ne peut exister qu'à travers trois phases. Alors, ces trois phases, on va leur donner un nom. La première, c'est ce qu'on appelle la phase d'émission, donc émission du son. Ensuite, vous allez avoir la phase de propagation et enfin la phase de réception. Voilà, donc il faut obligatoirement qu'il y ait ces trois phases pour qu'un son puisse exister. Alors, commençons d'abord par la phase émission. Alors, l'émission d'un son. L'émission d'un son, elle ne peut avoir lieu que s'il y a la vibration, une vibration matérielle, matérielle d'un objet. En tout cas, il faut qu'il y ait de la matière qui se mette à vibrer. Alors, on peut peut-être commencer par un exemple. Imaginons une corde, par exemple, que je représente comme ceci, une corde de guitare que l'on va faire vibrer. Ça peut être une corde vocale, ça peut être la peau d'un tambour, par exemple. Donc il faut qu'il y ait obligatoirement vibration d'une matière, vibration d'un matériau. Ça, c'est la phase d'émission. Ensuite, on va avoir la phase propagation. Alors, je m'intéresserai ici uniquement à la propagation du son dans l'air ou dans un gaz. Voilà. Finalement, dans l'air. Pour expliquer ce phénomène de propagation du son, on va se rappeler que l'air est constitué de molécules, que je représente ici en rouge. Alors pour simplifier les choses, je parlerai de molécules d'air. Alors les molécules d'air, ça n'existe pas, on est bien d'accord, que l'air est constitué de dioxygène et de d'azote, mais pour simplifier les choses, je parlerai de molécules d'air, ça ira un petit peu plus vite. Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand la corde de guitare que j'ai représentée ici va se mettre à vibrer, et bien en fait cette vibration va se propager aux molécules d'air qui environnent la corde de guitare. Et en fait cette vibration qui va se propager, voilà, de proche en proche, va se propager comme ça, de molécule en molécule, et les premières molécules vont faire vibrer les deuxièmes vont faire vibrer les troisièmes, etc., etc., etc. Alors vous voyez ici que je suis en train de représenter un son qui se propage ici dans cette direction-là. Donc vous voyez que ce plan de vibration ici, finalement, est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle des ondes longitudinales. Ondes longitudinales. Donc en fait, les ondes sonores sont des ondes longitudinales lorsqu'elles se propagent dans l'air. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait propagation, il ne peut y avoir propagation du son que s'il existe un milieu matériel. Alors ce milieu matériel, ça peut être de l'air, ça peut être un métal, ça peut être du bois, donc un matériau beaucoup plus solide, mais il faut qu'il y ait un milieu matériel. Évidemment, la particularité des ondes sonores, c'est que dans le vide, puisque je n'ai pas de milieu matériel, le son ne peut pas se propager. Donc dans le vide, évidemment, pas de propagation sonore, pas de son. Donc on ne pourra pas avoir le fameux bruit des lasers dans Star Wars dans le vide, ça n'est pas possible. Et puis la dernière étape, c'est la réception. Donc évidemment, une fois que cette vibration de molécules d'air s'est propagée comme ça, de proche en proche, elle va pouvoir arriver sur un récepteur qui va être constitué d'une membrane. Cette membrane va pouvoir se mettre à vibrer et va entraîner ensuite la vibration ou la création d'un signal. Alors tout dépend ce que l'on étudie. On va évidemment avoir dans le cas de l'oreille humaine, la membrane, ce sera évidemment le tympan. Ce tympan, en vibrant, va actionner tout un système d'os. Et ensuite, on va avoir création d'un signal nerveux via le nerf auditif qui s'en va évidemment jusqu'au cerveau. Donc en fait, on va avoir évidemment un signal
électrique qui est transmis vers le cerveau. On peut avoir comme récepteur un microphone. Dans le cas du microphone, c'est pareil, on a une membrane du microphone qui joue le rôle de tympan, donc cette membrane va se mettre donc à vibrer sous l'action des vibrations des molécules d'air qui l'environnent. Cette membrane, elle est directement liée à une bobine qui va se déplacer autour d'un aimant. Et on sait très bien que lorsqu'une bobine se déplace près d'un aimant, d'un champ magnétique, eh bien, il y a création d'un courant électrique. Donc c'est ce courant électrique que l'on va récupérer, qui va être amplifié et qui ensuite, s'il est redistribué vers des haut-parleurs, va pouvoir recréer du son. Voilà. Alors je voudrais revenir un petit peu sur cette histoire de propagation, de vibration des molécules d'air. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler que quand on parle d'air, on parle donc des molécules d'air. J'ai dit que ça ne voulait rien dire, mais je parle de molécules d'air. Ces molécules d'air, elles sont en mouvement, ce mouvement des molécules, donc c'est ce qu'on appelle l'agitation moléculaire. Donc le mouvement des molécules, cette agitation moléculaire, quand ces molécules viennent frapper une surface, n'importe quelle surface, un mur par exemple, eh bien ces molécules créent une pression. Par définition, la pression, je vous le remets ici, c'est une force par unité de surface, avec une pression exprimée en bar. Quand j'étudie les molécules d'air, ces molécules d'air sont à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique que je peux noter P0, qui est égale à 1015 hectopascales. Si vous voulez plus de détails sur la pression atmosphérique, allez voir la vidéo sur les fluides, statique des fluides, entre autres. Donc pression de l'air à 1015 hectopascales. Eh bien, quand un objet vibre, finalement, la vibration des molécules d'air va venir se superposer à cette pression atmosphérique. Tout compte fait, quand j'ai émission d'un son, eh bien la pression des molécules d'air, ce sera, alors je vais l'appeler la pression totale, ce sera la pression atmosphérique, mais plus une surpression. Cette surpression, elle est liée, elle est due à la vibration matérielle de l'émetteur sonore. Cette surpression, on lui donne un nom, c'est ce qu'on appelle la pression acoustique. Donc cette petite surpression qui va faire que mon oreille entend un son, l'oreille entend un son parce qu'elle est sensible à cette surpression. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que si la pression atmosphérique vaut 1015 hectopascales, donc je vous rappelle que c'est de l'ordre à peu près de 10 puissance 5 pascal, les valeurs de surpression, elles sont très faibles. Elles sont de l'ordre de quelques centaines, quelques dizaines de pascal. Donc finalement, le récepteur, que ce soit le micro ou l'oreille, est variable à cette légère surpression. Alors cette surpression, comme elle est due à une vibration, elle va avoir tendance à être ce qu'on appelle périodique. Elle va passer par un minimum, par un maximum, comme la vibration. Donc finalement, on va avoir un signal qui est périodique. Alors le signal périodique le plus utilisé en physique et le plus connu, c'est le signal sinusoïdal. Donc on peut avoir des signaux sinusoïdaux, mais pas uniquement. On peut avoir des signaux carrés. Alors le signal sinusoïdal qui a cette allure-là, on peut avoir un signal carré, mais on peut avoir aussi un signal qui soit vraiment beaucoup plus bizarroïde que celui-ci. L'important c'est qu'il soit périodique. Donc en résumé, la propagation de son se fait par une propagation, et c'est ça qu'il faudra retenir. Finalement, la propagation du son, c'est la propagation d'une surpression des molécules d'air, propagation d'une surpression. Et cette surpression, elle est périodique. Autrement dit, donc, elle rend bien compte d'une vibration qui passe par un état maximum, minimum, etc., etc. Alors tout ça pour en arriver à, donc on vient de voir la pression acoustique, c'est une première caractéristique des sons, tout ça pour en arriver, si je parle de période, pour en arriver à une autre grandeur caractéristique, la fréquence.
Alors la fréquence, on la note F. Elle se mesure en Hertz, le symbole Hz. Elle représente, si vous voulez, le nombre d'oscillations de cette pression acoustique en une seconde. Je vous rappelle que si j'étudie le signal, un signal périodique qu'on étudie très souvent en physique, le signal sinusoïdal, si je représente une sinusoïde est caractérisée par un motif. Ce motif élémentaire ici, qui représente donc un aller-retour entre une position minimale et une position maximale, ce motif, ça s'appelle une période. Voilà. Et bien le nombre de périodes par seconde représente la fréquence en Hertz. La durée d'un motif, de cette période, c'est ce qu'on appelle la période du signal. La période, on la note T majuscule, elle se mesure en secondes, et vous le savez probablement, la relation entre période et fréquence, F égale 1 sur T, ou T égale 1 sur F, l'une est l'inverse de l'autre, à condition d'exprimer la période en secondes, et évidemment la fréquence en Hertz. Alors, c'est cette caractéristique, cette fréquence, c'est tout simplement ce qu'on appelle la fréquence du son, la fréquence d'un son. Alors avec quelques particularités, qui sont les suivantes. Si la fréquence est élevée, dans ce cas, la période est faible. Et bien, quand la fréquence d'un son est élevée, on dit que le son est aigu. À l'inverse, quand la fréquence est basse, autrement dit une période élevée, on dira que le son est grave. Et enfin, entre les deux, donc une fréquence intermédiaire, on appellera ça un son médium. Alors on a comme ça un spectre des ondes sonores, un peu comme il y a aussi le spectre de la lumière blanche. On peut avoir un spectre des ondes sonores. Ce que vous devez retenir en gros, c'est que si je représente les fréquences sur un axe, ce qu'il faut retenir, c'est que entre 20 Hz et en gros 20 000 Hz, vous allez avoir le domaine d'audibilité par l'oreille humaine. Donc toutes ces gammes de fréquences, là, vont représenter ce qu'on appelle des sons audibles par l'oreille humaine, évidemment. Au-delà de 20 000 Hz, donc vous allez avoir des sons qui sont très aigus, tellement aigus qu'ils ne sont plus audibles par l'oreille, et on va rentrer dans le domaine des ultrasons, qui peuvent être perçus par certains animaux, entre autres, qu'on peut utiliser en médecine par exemple, quand on fait de l'échographie. Et de l'autre côté, vous allez avoir les infrasons. Donc là, ce sont des sons qui sont très très graves, qui sont parfois produits par des caissons de basse. Donc on ne les entend pas forcément, mais on a la particularité de les ressentir. Par exemple, les éléphants utilisent des infrasons pour communiquer. Et puis donc à l'intérieur de ces sons audibles, eh bien, vous allez avoir des sons graves, des sons médiums, et puis les sons aigus. Voilà. Alors, domaine, quand on fait l'acoustique dans les bâtiments, les sons médiums, en gros, ils sont entre 700 Hz et à peu près 1500 Hz. Bon, voilà. Même si c'est pas forcément, ces valeurs ne sont pas forcément à retenir, mais en gros, voilà la répartition spectrale, la répartition spectrale des sons qu'on étudiera et qui peuvent être étudiés par exemple dans le bâtiment. Donc évidemment, dans le bâtiment, quand on fait des études d'acoustique des bâtiments, on ne s'intéressera qu'à certaines fréquences, à des groupements de fréquences, j'aurai l'occasion d'en reparler, qui vont de 125 Hz à 4000 Hz.
Voilà, parce que au-delà de 4000 Hz, on a des sons qui sont très 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 aigus qu'on ne retrouve pas forcément dans l'acoustique des bâtiments. Alors, une fois qu'on a parlé de des fréquences, on va pouvoir définir trois choses, ce qu'on appelle les sons purs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un son pur? Eh bien, un son pur est un son qui est caractérisé par une seule fréquence. Alors, une seule fréquence. Alors, par exemple, si je représente un petit graphique, sur ce graphique, je vais placer les fréquences ici en Hertz en abscisse. Hein, autrement dit, je fais ce qu'on appelle un spectre. Hein, à chaque fois que je représente la fréquence en abscisse, c'est ce qu'on appelle un spectre. Et puis, en ordonnée, je vais représenter l'intensité, une intensité sonore, un niveau de son. Je détaillerai tout ça dans le prochain cours. Eh bien, si je m'intéresse à un son pur va avoir cette allure-là, c'est-à-dire que il est caractérisé par une fréquence, une seule, F, voyez, et puis je vais avoir un certain niveau pour cette fréquence. On peut définir ce qu'on appelle un son complexe. Alors, un son complexe est constitué de l'addition de plusieurs sons purs. Alors, il y a plusieurs sons purs, avec une particularité, c'est qu'il y a un son qui est prépondérant. Hein, donc autrement dit, ce sera le plus fort. Un son prépondérant. Donc autrement dit, vous avez une fréquence F qui est prépondérante. Hein. Cette fréquence, on lui donne un nom. C'est ce qu'on appelle la fondamentale. La fréquence fondamentale. Par exemple, ça pourrait être ce que j'ai représenté ici. Et puis on va avoir d'autres sons purs qui vont s'ajouter. La particularité de ces autres sons, c'est que l'intensité sonore de ces sons va être inférieure. Donc vous voyez, si je le représente sur mon spectre ici, je vais avoir d'autres fréquences qui interviennent, mais avec des intensités beaucoup plus faibles. Alors, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre défini, ça va pas forcément du plus fort au plus faible, mais on va avoir d'autres fréquences qui vont s'ajouter. Alors, avec quand même une particularité, et ça c'est important, c'est que les autres fréquences qui interviennent dans un son complexe, ce sont des multiples de la fondamentale. Autrement dit, ici je pourrais avoir, alors je vous donne n'importe quel exemple, 2F. Ici je pourrais avoir 4F. Ici, je pourrais avoir 7F. Bref, ce sont obligatoirement des multiples de la fondamentale. Les autres sons purs que je viens d'ajouter, hein, que j'ai représenté ici sur le graphique, portent un nom, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Donc on a une fréquence fondamentale et des fréquences harmoniques, hein, avec d'autres sons qu'on appelle des harmoniques. Ce qui m'amène à vous définir une chose, un autre dernier terme. Quand j'ai deux sons de fréquence, alors deux sons purs, hein, de fréquence F et F'. Si je suis dans le cas où F' est égal à 2F, autrement dit, j'ai un son pur et le deuxième son pur possède une fréquence qui est 2 fois la fréquence du son fondamental. Et bien dans ces cas-là, on dira que ces deux sons constituent un octave. Un octave. Si vous faites un petit peu de musique, par exemple, je vous donne un exemple. Si je prends le La, qui a une fréquence de 440 Hz, je peux monter la gamme, hein, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, retomber sur un autre La, un La plus aigu. Ce La plus aigu aura une fréquence de 880 Hz. Entre les deux, on dira qu'il y a un octave. Donc finalement, un son complexe est constitué d'une fréquence fondamentale et d'harmoniques. Alors les harmoniques peuvent être situées aux octaves ou pas, ça dépend. Il faut tout simplement que la fréquence des harmoniques corresponde à un multiple
Quand un son a sa fréquence ici multipliée par 2 par rapport à un son fondamental, on appelle ça un octave. Et puis, donc on vient de voir un son pur, un son complexe, et puis une dernière chose en acoustique, bah, c'est le bruit. Alors un bruit, bah, c'est tout simple. Un bruit, c'est tout simplement la superposition, une superposition de son pur, mais alors cette fois-ci avec des fréquences. Alors on va avoir deux fréquences limites, hein, je note ça F1, F2 par exemple. Et puis bah, on va avoir plein de sons hein, avec des fréquences parasites qui vont venir s'additionner les unes aux autres. Voilà. Donc ça, c'est un bruit. Donc vous voyez, on va avoir une espèce d'enveloppe de fréquences sonores hein, que je représente ici. Voilà. Donc c'est un peu l'anarchie au niveau des fréquences et au niveau des niveaux sonores. On n'a pas de fréquence bien définie. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, ce qui caractérise un bruit. Voilà. Dernière grandeur caractéristique pour les ondes sonores, évidemment, c'est la vitesse de propagation de ces ondes. Autrement dit, bah, la vitesse du son. Alors la vitesse du son, on a pour habitude de la noter C. Alors C, ça veut dire célérité. Alors célérité, c'est exactement le même terme et le même mot que le mot vitesse. Autrement dit, cette célérité, elle s'exprimera en mètres par seconde. La caractéristique de la vitesse du son, c'est que la vitesse du son dépend de la température, alors dans l'air, hein, dépend de la température des molécules qui constituent l'air, et la relation est la suivante. La vitesse du son, c'est 20 fois la racine carrée de T, T étant la température absolue de l'air. Donc autrement dit, T, c'est la température de l'air qui s'exprimera en Kelvin. Alors, si vous faites le calcul à 20 degrés Celsius, hein, je vous rappelle que 20 degrés Celsius, ça correspond à 293 Kelvin. Je vous rappelle que la température en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273, 273,15. Donc à 20 degrés Celsius, la température est de 293 Kelvin. Si vous faites votre calcul, vous allez trouver à peu près 340 mètres par seconde. Voilà la vitesse du son dans l'air. Alors on précise en général la température à laquelle on fait cette mesure, hein, parce que vous le voyez, la vitesse dépend de la température. 340 mètres par seconde, ça équivaut à peu près à 1 km à peu près hein, en 3 secondes. Donc quand il y a de l'orage, hein, lorsque vous voyez l'éclair, vous comptez le nombre de secondes entre le moment où vous voyez l'éclair et le moment où vous entendez le tonnerre. S'il s'est écoulé 3 secondes, bah, ça signifie que l'orage se situe à 1 km. Voilà une petite façon de retrouver ça. Il existe une unité pour la mesure de vitesse du son. C'est le Mach. Vous en avez forcément déjà entendu parler, hein, le Mach, M-A-C-H. Mach 1 correspond à la vitesse du son, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. Voilà. Donc, bon, on parle de nombre de Mach. Bon, parfois, il est parfois utilisé. On a parlé de vitesse, C. On a parlé de fréquence, F. On a parlé de période, T. Il reste une dernière grandeur caractéristique aux ondes, c'est la longueur d'onde. Donc on parle aussi de longueur d'onde d'une onde sonore. Je vais très rapidement là-dessus. C'est pas la grandeur qu'on utilise le plus, la longueur d'onde donc exprimée en mètres avec la relation caractéristique des ondes. La vitesse C, c'est la longueur parcourue par l'onde pendant une période, autrement dit lambda sur T. C'est la même chose que lambda multiplié par F, hein, puisque F est égal à 1 sur T. Attention aux unités. La vitesse en mètres par seconde, la période en secondes, la longueur d'onde en mètres, ici la fréquence en Hertz. Voilà, on a fait le tour sur les grandeurs, caractéristiques et générales hein, des ondes sonores. Voilà, quelques exercices à faire sur le mur du son. On n'a pas parlé de l'effet Doppler, mais c'est une variation de la fréquence en fonction du déplacement d'une source sonore. Vous pouvez faire, on verra quelques exercices sur
sur l'effet Doppler. Voilà. D'ici le prochain cours, eh bien, je vous dis à bientôt.